Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Sa voix n'était pas méchante, mais elle n'était pas gentille non plus. Sylvie se fâchait. « Et où devrais-je être ? Demanda Iréna. « Chez toi. »« Tu veux dire qu'ici je ne suis plus chez moi ?» Bien sûr, elle ne voulait pas la chasser de France, ni lui donner à penser qu'elle était une étrangère indésirable. « Tu sais ce que je veux dire ? » ?»« Oui, je le sais, mais est-ce que tu oublies que j'ai ici mon travail, mon appartement, mes enfants ? Écoute, je connais Gustave. Il fera tout pour que tu puisses rentrer dans ton pays. Et tes filles ne me racontent pas de blagues. Elles ont déjà leur propre vie. Mon Dieu, Iréna, ce qui se passe chez vous est tellement fascinant. Dans une situation pareille, les choses s'arrangent toujours. Mais Sylvie, il n'y a pas que les choses pratiques, l'emploi, l'appartement. Je vis ici depuis 20 ans. Ma vie est ici. C'est la révolution chez vous. Elle le dit sur un ton qui ne supportait pas la contestation. Puis elle se tut. Par ce silence, elle voulait dire à Iréna qu'il ne faut pas déserter quand de grandes choses se passent. « Mais si je rentre dans mon pays, nous ne nous verrons plus, » dit Iréna pour mettre son amie dans l'embarras. Cette démagogie sentimentale fit long feu. La voix de Sylvie devint chaleureuse. « Ma chère, j'irai te voir, c'est promis. C'est promis. » Elles étaient assises face à face au-dessus de 2 tasses à café vides depuis longtemps. Iréna vit des larmes d'émotion dans les yeux de Sylvie qui se pencha vers elle et lui serra la main. « Ce sera ton grand retour. Et encore une fois, ton grand retour. » Répétés, les mots acquirent une telle force que dans son fort intérieur, Iréna les vit écrits avec des majuscules. « Grand retour. » Elle ne se rebiffa plus. Elle fut envoûtée par des images qui soudain émergèrent de vieilles lectures, de films, de sa propre mémoire, et de celle peut-être de ses ancêtres. Le fils perdu qui retrouve sa vieille mère, l'homme qui revient vers sa bien-aimée, à laquelle le sort féroce l'a jadis arraché, la maison natale que chacun porte en soi, le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance, Ulysse qui revoit son île après des années d'errance, le retour, la grande magie du retour. Le retour en grec se dit nostos. Algos signifie souffrance. La nostalgie est donc la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner. Pour cette notion fondamentale, la majorité des Européens peuvent utiliser un mot d'origine grecque, nostalgie, nostalgia, puis d'autres mots ayant leurs racines dans la langue nationale. Añoranza disent les Espagnols, saudade disent les Portugais. Dans chaque langue, ces mots possèdent une nuance sémantique différente. Souvent, ils signifient seulement la tristesse causée par l'impossibilité du retour au pays. Mal du pays. Mal du chez-soi. Ce qui en anglais se dit homesickness ou en allemand Heimweh, en hollandais Heimweh. Mais c'est une réduction spatiale de cette grande notion. L'une des plus anciennes langues européennes, l'islandais, distingue bien 2 termes. Söknudur, nostalgie dans son sens général, et heimfra, mal du pays. Les Tchèques, à côté du mot nostalgie, pris du grec, ont pour cette notion leur propre substantif et leur propre verbe, stesk. La phrase d'amour tchèque la plus émouvante se dit « J'ai la nostalgie de toi, je ne peux supporter la douleur de ton absence ». En espagnol, añoranza vient du verbe añorar, avoir de la nostalgie, qui vient du catalan enyorar, dérivé lui du mot latin ignorare, ignorer. Sous cet éclairage étymologique, la nostalgie apparaît comme la souffrance de l'ignorance. Tu es loin et je ne sais pas ce que tu deviens. Mon pays est loin et je ne sais pas ce qui s'y passe. Certaines langues ont quelques difficultés avec la nostalgie. Les Français ne peuvent l'exprimer que par le substantif d'origine grecque et non pas de verbe. Ils peuvent dire « je m'ennuie de toi », mais le mot « s'ennuyer » est faible, froid, en tout cas trop léger pour un sentiment si grave. Les Allemands utilisent rarement le mot nostalgie dans sa forme grecque et préfèrent dire Sehnsucht, désir de ce qui est absent. Mais la Sehnsucht peut viser aussi bien ce qui a été que ce qui n'a jamais été, une nouvelle aventure. Et elle n'implique donc pas nécessairement l'idée d'un nostos. C'est à l'aube de l'antique culture grecque qu'est née l'Odyssée, l'épopée fondatrice de la nostalgie.
Soulignons-le, Ulysse, le grand aventurier de tous les temps, est aussi le plus grand nostalgique. Il alla sans grand plaisir à la guerre de Troie où il resta 10 ans. Puis, il se hâta de retourner à son Ithaque natal. Mais les intrigues des dieux prolongèrent son périple d'abord de 3 années bourrées d'événements les plus fantasques, puis de 7 autres années qu'il passa, otage et amant, chez la déesse Calypso, qui, amoureuse, ne le laissait pas partir de son île. Au 5e chant de l'Odyssée, Ulysse lui dit « Toute sage qu'elle est, je sais qu'auprès de toi, Pénélope serait sans grandeur ni beauté. Et pourtant, le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. » Et Homère continue « Comme Ulysse parlait, le soleil se coucha, le crépuscule vint. Sous la voûte, au profond de la grotte, ils rentrèrent pour rester dans les bras l'un de l'autre à s'aimer. » Rien de comparable à la vie de la pauvre émigrée qu'avait été Iréna pendant longtemps. Ulysse vécut chez Calypso une vraie dolce vita, vie aisée, vie de joie. Pourtant, entre la dolce vita à l'étranger et le retour risqué à la maison, il choisit le retour. À l'exploration passionnée de l'inconnu, l'aventure, il préféra l'apothéose du connu, le retour. À l'infini, car l'aventure ne prétend jamais finir, il préféra la fin, car le retour est la réconciliation avec la finitude de la vie. Sans le réveiller, les marins de Phéacie déposèrent Ulysse dans des draps sur la rive d'Ithaque, au pied d'un olivier, et partirent. Telle fut la fin du voyage. Il dormait, épuisé. Quand il se réveilla, il ne savait pas où il était. Puis Athéna écarta la brume de ses yeux, et ce fut l'ivresse. L'ivresse du grand retour, l'extase du connu. La musique qui fit vibrer l'air entre la terre et le ciel. Il vit la rade qu'il connaissait depuis son enfance, la montagne qui la surplombait, et il caressa le vieil olivier pour s'assurer qu'il était resté tel qu'il était 20 ans plus tôt. En 1950, alors qu'Arnold Schoenberg était aux États-Unis depuis 17 ans, un journaliste lui posa quelques questions perfidement naïves. Est-ce vrai que l'émigration fait perdre aux artistes leur force créatrice ? Que leur inspiration se dessèche dès que les racines du pays natal cessent de la nourrir. Figurez-vous, 5 ans après l'Holocauste. Et un journaliste américain ne pardonne pas à Schoenberg son manque d'attachement pour ce bout de terre où, devant ses yeux, l'horreur de l'horreur s'était mise en branle. Mais rien à faire. Homère glorifia la nostalgie par une couronne de laurier et stipula ainsi une hiérarchie morale des sentiments. Pénélope en occupe le sommet, très haut, au-dessus de Calypso. Calypso. Ah, Calypso. Je pense souvent à elle. Elle a aimé Ulysse. Ils ont vécu ensemble 7 ans durant. On ne sait pas pendant combien de temps Ulysse avait partagé le lit de Pénélope, mais certainement pas aussi longtemps. Pourtant, on exalte la douleur de Pénélope et on se moque des pleurs de Calypso. Tels des coups de hache, les grandes dates marquent le XXe siècle européen de profondes entailles. La Première Guerre de 1914, la Deuxième, puis la Troisième, la plus longue, dite froide, qui se termine en 1989 avec la disparition du communisme. Outre ces grandes dates qui concernent toute l'Europe, des dates d'importance secondaire déterminent les destins de nations particulières. L'an 36 de la guerre civile en Espagne, l'an 56 de l'invasion russe en Hongrie, l'an 48 quand les Yougoslaves se révoltèrent contre Staline, et l'an 1991 quand ils se mirent tous ensemble à s'entretuer. Les Scandinaves, les Hollandais, les Anglais jouissent du privilège de n'avoir connu aucune date importante après 1945, ce qui leur a permis de vivre un demi-siècle délicieusement nul. L'histoire des Tchèques dans ce siècle se part d'une remarquable beauté mathématique due à la triple répétition du nombre 20. En 1918, après plusieurs siècles, ils obtinrent leur État indépendant, et en 1938 le perdirent. En 1948, importée de Moscou, la révolution communiste inaugura par la terreur la deuxième vingténie qui se termina en 1968, quand les Russes, furieux de voir son insolente émancipation, envahirent le pays avec un demi-million de soldats. Le pouvoir d'occupation s'installa de tout son poids à l'automne 69 et s'en alla sans que personne ne s'y attende à l'automne 1989, doucement, courtoisement, comme le firent alors tous les régimes communistes d'Europe, la troisième vingténie.
Ce n'est que dans notre siècle que les dates historiques se sont emparées avec une telle voracité de la vie de tout un chacun. Impossible de comprendre l'existence d'Iréna en France sans analyser d'abord les dates. Dans les années 50 et 60, un émigré des pays communistes y était peu aimé. Les Français tenaient alors pour seul vrai mal le fascisme. Hitler, Mussolini, l'Espagne de Franco, les dictatures d'Amérique latine. Ils ne se sont décidés que progressivement, vers la fin des années 60 et durant les années 70, à concevoir aussi le communisme comme un mal, quoique un mal d'un degré inférieur, disons le mal numéro 2. C'est à cette époque, en 69, qu'Iréna et son mari ont émigré en France. Ils ont vite compris qu'en comparaison avec le mal numéro 1, la catastrophe qui était tombée sur leur pays était trop peu sanglante pour impressionner leurs nouveaux amis. Pour s'expliquer, ils ont pris l'habitude de dire à peu près ceci. Si horrible qu'elle soit, une dictature fasciste disparaîtra avec son dictateur, si bien que les gens peuvent garder espoir. Par contre, le communisme, appuyé par l'immense civilisation russe pour une Pologne, pour une Hongrie, et ne parlons même pas de l'Estonie, est un tunnel qui n'a pas de bout. Les dictateurs sont périssables, la Russie est éternelle. C'est dans une absence totale d'espoir que consiste le malheur des pays d'où nous venons. Ils exprimaient ainsi fidèlement leurs pensées et Iréna, pour l'étayer, citait un quatrain de Skessel, poète tchèque de ce temps. Il parle de la tristesse qui l'entoure. Cette tristesse, il voudrait la soulever, l'emporter au loin, s'en faire une maison. Il voudrait s'y enfermer pour 300 ans, et 300 ans durant, ne pas ouvrir la porte, à personne n'ouvrir la porte. 300 ans. Le poète a écrit ses vers dans les années 70 et est mort en 1989, en automne, quelques jours avant que les 300 ans de tristesse qu'il avait vus devant lui ne se dissipent en quelques jours. Les gens ont rempli les rues de Prague et les trousseaux de clés dans leurs mains levées ont carillonné l'arrivée des temps nouveaux. Skessel s'était-il trompé en parlant de 300 ans ? Bien sûr que oui. Toutes les prévisions se trompent. C'est l'une des rares certitudes qui a été donnée à l'homme. Mais si elles se trompent, elles disent vrai sur ce qui les énonce. Non pas sur leur avenir, mais sur leur temps présent. Pendant ce que j'appelle leur première vingténie, entre 1918 et 1938, les Tchèques ont pensé que leur république avait devant elle un infini. Ils se trompaient. Mais justement parce qu'ils se trompaient, ils ont vécu ces années dans une joie qui a fait fleurir leurs arts comme jamais auparavant. Après l'invasion russe, n'ayant pas la moindre idée de la fin prochaine du communisme, de nouveau, ils se sont imaginés habiter un infini. Et ce n'est pas la souffrance de leur vie réelle, mais la vacuité de l'avenir qui a pompé leur force, étouffé leur courage et rendu cette troisième vingténie si lâche, si misérable. Persuadé d'avoir ouvert par son esthétique de 12 notes des perspectives lointaines à l'histoire de la musique, Arnold Schoenberg déclarait en 1921 que grâce à lui, la domination, il n'a pas dit gloire, il a dit domination. De la musique allemande, lui, viennois, il n'a pas dit musique autrichienne, il a dit allemande, serait assurée pour les 100 prochaines années. Je le cite exactement, il a parlé de 100 années. 12 ans après cette prophétie, en 1933, il a été banni en tant que juif de l'Allemagne, celle-là même à laquelle il voulait assurer sa domination. Et avec lui, toute la musique fondée sur son esthétique de 12 notes, condamnée comme incompréhensible, élitiste, cosmopolite et hostile à l'esprit allemand. Le pronostic de Schoenberg, si trompeur soit-il, reste pourtant indispensable pour qui veut comprendre le sens de son œuvre, laquelle se croyait non pas destructrice, hermétique, cosmopolite, individualiste, difficile, abstraite, mais profondément enracinée dans le sol allemand. Oui, il parlait du sol allemand. Schoenberg croyait qu'il était en train d'écrire non pas un fascinant épilogue de l'histoire de la grande musique européenne, c'est ainsi que je suis enclin à comprendre son œuvre, mais le prologue d'un glorieux avenir qui s'étendait à perte de vue. Dès les premières semaines de l'émigration, Iréna faisait des rêves étranges. Elle est dans l'avion, un avion qui change de direction, et atterrit sur un aéroport inconnu. Des hommes en uniforme, armés, l'attendent au pied de la passerelle, une sueur froide sur le front. Elle reconnaît la police tchèque. Une autre fois,
Elle se balade dans une petite ville française quand elle voit un curieux groupe de femmes qui, chacune une chope de bière à la main, court vers elle, l'apostrophe en tchèque, rit avec une cordialité perfide et, épouvantée, Iréna se rend compte qu'elle est à Prague. Elle crie, elle se réveille. Martin, son mari, faisait les mêmes rêves. Tous les matins, ils se racontaient l'horreur de leur retour au pays natal. Puis, au cours d'une conversation avec une amie polonaise, elle aussi émigrée, Iréna comprit que tous les émigrés faisaient ces rêves, tous, sans exception. Elle fut d'abord émue de cette fraternité nocturne de gens qui ne se connaissaient pas, plus tard un peu agacée. Comment l'expérience si intime d'un rêve peut-elle être vécue collectivement ? Qu'est donc son âme unique ? Mais à quoi bon des questions sans réponse ? Une chose était sûre, des milliers d'émigrés, pendant la même nuit, en d'innombrables variantes, rêvaient tous le même rêve. Le rêve des migrations, l'un des phénomènes les plus étranges de la seconde moitié du XXe siècle. Ces rêves cauchemars lui apparaissaient d'autant plus mystérieux qu'elle souffrait en même temps d'une indomptable nostalgie et faisait une autre expérience, tout à fait contraire. Les paysages de son pays venaient le jour se montrer à elle. Non, ce n'était pas une rêverie longue et consciente, voulue, c'était tout autre chose. Des apparitions de paysages s'allumaient dans sa tête, inopinément, brusquement, rapidement, pour aussitôt s'éteindre. Elle parlait avec son chef, et tout d'un coup, comme un éclair, elle voyait un chemin à travers champs. Elle était bousculée dans un wagon de métro, et soudain, une petite allée dans un quartier vert de Prague surgissait devant elle pendant un fragment de seconde. Toute la journée, ces images fugaces lui rendaient visite pour pallier le manque de sa bohème perdue. Le même cinéaste du subconscient qui, le jour, lui envoyait des morceaux du paysage natal tels des images de bonheur, organisait la nuit des retours effrayants dans ce même pays. Le jour était illuminé par la beauté du pays abandonné, la nuit par l'horreur d'y retourner. Le jour lui montrait le paradis qu'elle avait perdu, la nuit l'enfer qu'elle avait fui. Fidèles à la tradition de la Révolution française, les États communistes ont jeté l'anathème sur l'émigration, considérée comme la plus odieuse des trahisons. Tous ceux qui étaient restés à l'étranger étaient condamnés par contumace dans leur pays, et leurs compatriotes n'osaient pas avoir de contact avec eux. Pourtant, à mesure que le temps passait, la sévérité de l'anathème s'affaiblissait, et quelques années avant 1989, la mère d'Iréna, veuve toute récente, retraitée inoffensive, obtint son visa pour passer avec une agence de voyage d'État une semaine en Italie. L'année suivante, elle décida de rester 5 jours à Paris et de voir secrètement sa fille. Émue, pleine de pitié pour une mère qu'elle imaginait vieillie, Iréna lui réserva une chambre à l'hôtel et sacrifia un bout de ses vacances pour pouvoir être tout le temps avec elle. « Tu n'as pas l'air si mal, lui dit la mère quand elles se virent. Puis, en riant, elle ajoutait « Moi non plus d'ailleurs. Quand le policier à la frontière a regardé mon passeport, il m'a dit « C'est un faux passeport, madame, ce n'est pas votre date de naissance. » D'emblée, Iréna retrouva sa mère telle qu'elle l'avait toujours connue et eut le sentiment que rien n'avait changé après ses presque 20 ans. La pitié pour une mère vieillie s'évapora. La fille et la mère se firent face comme 2 êtres hors du temps, comme 2 essences intemporelles. Mais n'est-ce pas très mal qu'une fille ne se réjouisse pas de la présence de sa mère qui, après 17 ans, est venue la voir ? Iréna mobilisa toute sa raison, tout son sens moral pour se comporter en fille dévouée. Elle l'emmena dîner au restaurant panoramique de la Tour Eiffel. Elle prit un bateau de promenade pour lui montrer Paris depuis la Seine. Et puisque la mère voulait visiter des expositions, elle alla avec elle au musée Picasso. Dans la 2e salle, la mère s'attarda. « J'ai une amie qui est peintre. Elle m'a donné 2 tableaux comme cadeau. Tu ne peux pas imaginer comme ils sont beaux. » Dans la 3e salle, elle désira voir les impressionnistes. Au Jeu de Paume, il y a une exposition permanente. Cela n'existe plus, dit Iréna. Les impressionnistes ne sont plus au Jeu de Paume. Si, dit la mère, ils sont au Jeu de Paume. Je le sais, et je ne quitterai pas Paris sans voir Van Gogh. Au lieu de Van Gogh, Iréna lui offrit le musée Rodin. Devant l'une de ces statues, la mère soupira rêveuse. À Florence, j'ai vu le David de Michel-Ange. Je suis restée sans voix.
« Écoute, explosa Iréna, tu es à Paris, avec moi, je te montre Rodin. Rodin, tu entends, Rodin, tu ne l'as jamais vu, pourquoi donc, devant Rodin, penses-tu à Michel-Ange ?» La question était juste. Pourquoi la mère, quand elle retrouve sa fille après des années, ne s'intéresse-t-elle pas à ce que celle-ci lui montre et lui dit? Pourquoi Michel-Ange, qu'elle a vu avec un groupe de touristes tchèques, la captive-t-il plus que Rodin? Et pourquoi, tout au long de ces 5 jours, ne lui pose-t-elle aucune question? Aucune question sur la vie, et aucune non plus sur la France, sur sa cuisine, sa littérature, ses fromages, ses vins, sa politique, ses théâtres, ses films, ses automobiles, ses pianistes, ses violoncellistes, ses footballeurs. Au lieu de cela, elle n'arrête pas de parler de ce qui se passe à Prague, du demi-frère d'Iréna qu'elle a eu de son second mari, mort depuis peu, d'autres personnes dont Iréna se souvient et d'autres dont elle n'a jamais entendu le nom. Elle a essayé 2 ou 3 fois de placer une remarque sur sa vie en France, mais ces mots n'ont pas franchi la barrière sans faille du discours de la mère. C'est ainsi depuis son enfance. Tandis que la mère s'occupait tendrement de son fils comme d'une fillette, elle était envers sa fille virilement spartiate. Veux-je dire qu'elle ne l'aimait pas? À cause peut-être du père d'Iréna, son premier mari, qu'elle avait méprisé. Gardons-nous de cette psychologie de pacotille. Son comportement était le mieux intentionné. Débordant de force et de santé, elle s'inquiétait du manque de vitalité de sa fille. Par ses manières rudes, elle voulait la débarrasser de son hypersensibilité, à peu près comme un père sportif qui jette son enfant timoré dans la piscine, persuadé d'avoir trouvé là la meilleure façon de lui apprendre à nager. Pourtant, elle savait bien que sa simple présence écrasait sa fille, et je ne veux pas nier qu'elle éprouvait un plaisir secret de sa propre supériorité physique. Mais alors, que devait-elle faire? Se volatiliser au nom de l'amour maternel? Son âge avançait inexorablement et la conscience de sa force, telle qu'elle se reflétait dans la réaction d'Iréna, la rajeunissait. Quand elle la voyait près d'elle, intimidée et diminuée, elle prolongeait le plus possible les moments de sa suprématie. Avec un zeste de sadisme, elle feignait de tenir la fragilité d'Iréna pour de l'indifférence, de la paresse, de l'indolence et la réprimandait. Depuis toujours, en sa présence, Iréna se sentait moins jolie et moins intelligente. Combien de fois avait-elle couru vers la glace pour s'assurer qu'elle n'était pas laide, qu'elle n'avait pas l'air d'une idiote? Ah, tout cela était si loin, presque oublié. Mais pendant les 5 jours que la mère passa à Paris, cette sensation d'infériorité, de faiblesse, de dépendance tomba de nouveau sur elle.